Visite du président somalien au Burundi. Elle est prévue pour durer 2 jours. Report des élections au Nigeria, il a fait perdre 1,5 milliard de dollars à l'économie nigériane selon un analyste. Puis explosion en Égypte ce lundi, elle a fait 3 morts et plusieurs personnes blessées. Ravi de vous savoir nombreux. Rendez-vous, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a rencontré son homologue burundais Pierre Nkurunziza ce lundi. C'était à l'occasion d'une visite du chef de l'État somalien au Burundi. Voici les images. Visite officielle du président somalien au Burundi. Elle doit durer 2 jours. Mohamed Abdullahi Mohamed a rencontré ce lundi son homologue burundais Pierre Nkurunziza à Bujumbura, la capitale du pays. Selon la présidence somalienne, les 2 chefs d'État ont eu des entretiens bilatéraux axés sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et l'élargissement des partenariats commerciaux et économiques. Au menu de son séjour, une série de réunions entre les délégations des 2 pays dans l'objectif de renforcer la coopération bilatérale. Au 2e jour de sa visite, le président burundais Pierre Nkurunziza s'entretiendra à huis clos avec son hôte. Cette visite du président somalien intervient au moment où le Burundi a été invité à retirer près de 1000 hommes de ses troupes du territoire somalien. Le retrait des troupes burundaises inquiète les autorités de Mogadiscio. Le président de l'État Hirshabelle en Somalie, Mohamed Abdiwar, a d'ailleurs mis en garde contre un plan de retrait précipité, affirmant que cela pourrait rendre son État vulnérable aux attaques. Le Burundi étant parmi les plus grands contributeurs en troupes dans les missions de maintien de la paix en Somalie, au sein de l'AMISOM, les 2 pays entretiennent de fortes relations d'amitié et les 2 chefs d'État sont déterminés à les renforcer. Le président nigérien Muhammadu Buhari a demandé des explications sur les raisons du report du scrutin de samedi. C'était au cours d'une conférence de presse de son parti. Voici les détails. En lice pour un second mandat, le président Muhammadu Buhari, à l'heure d'une réunion de son parti retransmise à la télévision nationale, déclaré qu'après les élections du 23 février prochain, la commission devra expliquer ce qui s'est réellement passé. Les raisons pour lesquelles une telle incompétence s'est manifestée doivent être expliquées à la nation. Après les élections, nous devons savoir ce qui s'est exactement passé, qui est responsable. Toute institution d'État qui s'est mal comportée, toute personne impliquée dans cet acte, en particulier les actions qui affaiblissent clairement le tissu de notre démocratie, Monsieur le Président, vous avez le devoir de déclencher le processus qui fera comparaître toutes les personnes impliquées à rendre des comptes. Ce n'est pas la première fois qu'une élection est reportée au Nigeria depuis la fin des dictatures militaires en 1999. En 2011, les élections générales ont été retardées 2 fois et alors même que le vote avait déjà débuté, le président de la commission électorale, évoquant alors une situation d'urgence avec de nombreux bureaux de vote sans matériel, a dû suspendre les élections. Le même scénario s'est répété en 2015. Le gouvernement du président Goodluck Jonathan avait également reporté le scrutin de 6 semaines, arguant des problèmes de sécurité dans le nord-est après des années d'enlisement du conflit contre les djihadistes de Boko Haram. Et parlant toujours du report des élections législatives et présidentielles au Nigeria, il a fait perdre 1,5 milliard de dollars à l'économie nigériane. Les explications avec le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos. On l'écoute. L'effet du report des élections sur l'économie a été très profond. Nous estimons à la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos que l'économie a perdu environ 1,5 milliard de dollars.
Entre maintenant et la nouvelle date prévue, le rythme des activités économiques diminuera considérablement car il existe déjà un problème de confiance. Les partis politiques ont soulevé des problèmes concernant la confiance dans la commission électorale et d'autres parties prenantes ont également soulevé des problèmes concernant la confiance dans la commission électorale. Quand vous avez une crise de confiance, cela affecte l'économie. Cela touche tous les secteurs de l'économie. Le secteur de l'aviation, par exemple, a connu une réduction drastique du trafic pour l'entrée et la sortie du pays. Le secteur maritime, en raison de l'activité des cargaisons portuaires, a considérablement diminué. Dans le secteur des services financiers, les activités ont également fortement chuté. Ce journal se poursuit au Bénin. La coalition des forces politiques de l'opposition était hier face aux médias. Au menu de sa sortie médiatique, les législatives d'avril prochain. Elle appelle les différentes institutions impliquées dans l'organisation du scrutin à jouer convenablement leur partition pour une élection libre et transparente. Plus de précisions avec le principal conférencier de circonstance, Candide Azanayo. L'écoute. Le gouvernement, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la majorité mécanique de Patrice Talon nous acheminent vers une crise sans précédent dans l'histoire de notre démocratie, si enviée dans le monde. Les déclarations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Saka Lafia, en évoquant l'institution d'une mesure transitoire non prévue par la loi, constituent une atteinte grave et inacceptable à la loi portant charte des partis politiques et au code électoral. C'est dans le souci d'éviter l'impasse électorale en préparation et le désir de maintenir durablement la paix dans notre cher pays que l'ensemble de la classe politique de l'opposition lance un appel au gouvernement à 1. Annuler sans délai l'introduction frauduleuse du dit certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle dans sa décision EL 19-001 du 1er février 2019 et n'ayant aucune base légale, ne figurant ni dans la charte des partis politiques, ni dans le code électoral. 2. Délivrer sans délai les récépissés provisoires à tous les partis politiques ayant régulièrement déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur. 3. Arrêter la mascarade observée dans la délivrance du quitus fiscal. Les forces politiques de l'opposition et les forces vives de la nation invitent instamment le gouvernement à réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du Code électoral, notamment l'article 242 et les dispositions d'exclusion qu'il comporte. Condamnation ce lundi à Harare d'une figure de l'opposition zimbabwéenne. Tendai Biti a été condamné, entre autres, à payer une amende de $200 pour avoir proclamé illégalement la victoire de son camp lors des élections générales du 30 juillet dernier. Reportage. L'ex-ministre et avocat des droits de l'homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, en plus de devoir payer une amende de $200. Une conséquence de son attitude au lendemain des élections générales du 30 juillet 2018 au Zimbabwe. En effet, avant l'annonce officielle des résultats, Tendai Biti avait annoncé que son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, et son chef Nelson Chamisa avaient remporté les législatives et la présidentielle. Des partisans de l'opposition étaient descendus dans la rue pour dénoncer la manipulation, selon eux, en cours des résultats. Les forces de l'ordre avaient réprimé par la force ces manifestations et tué 6 personnes. La commission électorale avait finalement proclamé la victoire de la ZANU-PF au pouvoir et du président sortant Emmerson Mnangagwa. Au moment des fortes tensions électorales, Tendai Biti avait fui en Zambie voisine où il avait demandé l'asile politique avant d'être remis aux autorités zimbabwéennes. Il avait finalement été remis en liberté sous caution. Présent lors du jugement de lundi, Nelson Chamisa a accusé le président Mnangagwa de s'en prendre à tous les avocats des droits de l'homme dont il n'est pas content, tandis que l'avocat de Biti a dénoncé une parodie de justice.
L'explosion d'une bombe a coûté la vie à 3 policiers ce lundi au Caire, en Égypte. L'incident est survenu alors qu'ils poursuivaient un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée. Les précisions, ce sera dans cet élément. 3 policiers ont été tués dans la nuit de lundi au Caire au cours d'une explosion. Ils ont été tués alors qu'ils prenaient en chasse un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée. Un premier bilan avait fait état dans la nuit de 2 policiers tués. Mardi matin, des sources sécuritaires et médicales ont indiqué qu'un 3e policier avait succombé à ses blessures. L'explosion survenue non loin de la mosquée Al-Azhar, dans le centre de la capitale égyptienne, a également fait plusieurs blessés et provoqué la mort du suspect pris en chasse. L'explosion de lundi s'est produite au moment où l'industrie du tourisme, affectée par l'instabilité politique et les attentats ayant suivi la révolte de 2011, tente de reprendre des couleurs. Samedi, 15 militaires ont été tués ou blessés dans une attaque contre un poste de contrôle dans le Sinaï, où l'armée égyptienne a lancé l'année dernière une offensive pour déloger le groupe djihadiste État islamique. En décembre, 3 touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Gizeh. L'Égypte, rappelons-le, est en proie à une vague d'attaques de groupes extrémistes depuis que les militaires ont démis en 2013 le président islamiste Mohamed Morsi. Les attaques se sont principalement concentrées dans la péninsule du Sinaï, mais touchent aussi le reste du pays. Puis des centaines d'habitants du Cachemire pakistanais ont manifesté dans les rues contre l'Inde. Une manifestation visant à condamner les tueries des habitants de la région administrée par l'Inde. Au moins 7 personnes ont péri lundi au Cachemire indien. C'était dans une opération militaire qui se poursuivait contre des insurgés en riposte à l'attentat qui a tué 41 paramilitaires dans la région la semaine dernière. Les faits ont exacerbé les tensions indo-pakistanaises. Je déclare cet acte un acte osé. Les habitants du Cachemire indien, dont l'honneur, les vies et les biens ne sont pas en sécurité, ils ne jetteront pas de fleurs aux troupes indiennes, mais ils les élimineront. Nous appelons la communauté internationale à prendre note des tueries des habitants du Cachemire en Inde et de la détention du Cachemire, sinon la situation empirera. La ville de Jammu, située dans la partie sud du Cachemire, zone à majorité hindoue, alors que la vallée de Srinagar est à majorité musulmane, connaissait lundi son 4e jour de couvre-feu. L'Inde accuse de longue date le Pakistan de soutenir en sous-main les infiltrations et la rébellion armée, ce qu'Islamabad a toujours démenti. Voilà, c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À demain. Au revoir.